évidemment revenir, j'imagine, dans nos discussions. Je suis l'ordre du programme, donc désormais Pierre-Antoine Cazot, avocat et membre de la Ligue des droits de l'homme, qui est aussi un ancrage bordelais, qui est évidemment suivi en sa qualité d'avocat et de membre de la LDH, le mouvement des Gilets jaunes, mais qui a aussi co-organisé l'observation plus récente des événements à Sainte-Soline, donc qui va peut-être aussi évoquer dans sa présentation. Merci et merci à Magali et ses équipes. Je rejoins aussi au maximum qui a été fait pour l'invitation. Alors, juste précision, je n'étais pas avocat à l'époque, donc j'étais juste membre de la Ligue des droits de l'homme et de l'Observatoire girondin des libertés publiques qu'on avait créé avec plusieurs personnes qui sont dans cette salle au printemps 2018, soit avant même qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes, et même, j'ai envie de dire, qui est en fait la prolongation de ce qui était le collectif girondin contre l'état d'urgence, qui avait été créé, qui était un collectif d'associations qui était déjà antérieur. Pourquoi c'est intéressant de le rappeler? Parce qu'en fait, la répression du mouvement des Gilets jaunes, elle s'inscrit dans une histoire qui va en accélération de la répression, comme dont Fabien Jobard parlait tout à l'heure, avec le changement de doctrine, qui a été, on va dire, qui s'est cristallisé au moment des Gilets jaunes en termes de massification de cette répression, mais qui en fait était déjà antérieure avant, à la fois déjà d'abord dans les quartiers populaires, et aussi dans les terrains militants, quoique de manière peut-être un peu moins visible, mais déjà on avait commencé à le voir. Déjà il y a quand même eu la mort de Rémi Fraisse, il y a eu la répression de Notre-Dame-des-Landes, et puis il y a eu en 2016 tout le mouvement contre la loi travail, qui avait déjà fait l'objet d'une répression assez importante. Même si à Bordeaux, et c'était la particularité, c'est que nous à Bordeaux, il y avait de la répression, on avait vu des violences, etc., policières, mais pas de la même ampleur que ce qu'on avait constaté pour les Gilets jaunes. Moi, je me souviens, en 2016 ou 2017, je ne sais plus exactement, d'une grande manifestation qui passe cours de l'intendance, à une époque où on avait encore le droit de passer les cours de l'intendance pour manifester, et où un jeune qui avait dû jeter sans doute de la peinture sur une banque s'était fait interpeller par des agents, je crois, de la BAC, qui l'avaient mis dans une petite rue à côté. Et j'ai le souvenir que la manifestation avait fait demi-tour, était revenue devant lui, les talkers étaient venus, s'étaient placés devant les policiers, avaient fait un AK devant les policiers, il y avait eu un peu de jet de gaz lacrymogène, mais après, de mémoire, le jeune avait été relâché et la manifestation s'en était poursuivie. Pas tout à fait la même ambiance que ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, où là, effectivement, il y a eu la protection de la mairie de Bordeaux, que nous, on a appelé dans notre rapport le palais fortifié, parce que c'est quand même, vous voyez comment il est fait. Bon, même si on sait maintenant que la porte peut brûler. Non, mais plus sérieusement, avec ils ont décidé de protéger ça d'un point de vue hyper symbolique en réalité, parce qu'il n'y avait aucun objectif réel ou d'intention réelle, à mon sens, des Gilets jaunes, de rentrer dans la mairie pour aller y faire des choses. D'ailleurs, nous avions, dans l'enquête, on avait même repéré des Gilets jaunes qui étaient rentrés dans le jardin de la mairie la semaine qui précédait. Ils étaient rentrés dans le jardin, et puis, bon, une fois qu'ils avaient réussi, a priori, ils étaient repartis sans aller plus loin. Donc il n'y avait pas d'intention réelle. En revanche, il y avait ce point de fixation autour de la mairie de Bordeaux qui devenait un peu un rendez-vous malheureux, mais à ce moment-là, et où le préfet Didier Lallemand avait décidé absolument d'empêcher les Gilets jaunes d'arriver sur la place Pétard devant la mairie, et qui a entraîné la répression qu'on sait, et les victimes très nombreuses et très graves qui ont eu lieu à partir du 1er décembre. Et nous, on a documenté ça avec les moyens du bord, parce qu'à l'origine, on venait juste de se créer, et donc on n'avait pas encore toutes les techniques qu'on peut avoir maintenant, et qu'on a fini par développer pour recueillir au maximum l'information sur le terrain, dans un double but. Le premier, c'était déjà de se dire à l'époque que la question des violences policières, les médias n'en parlaient pas. C'est-à-dire que personne n'en parlait.
et en particulier Myriam qui est là, elle pourra le dire, mais c'est quelque chose qui était porté par des militants, mais qui n'était pas connu du grand public. Et on s'était dit que pour contrer le discours policier tenu par la préfecture et par les médias, il fallait aussi qu'on essaie de documenter ce qui se faisait sur le terrain. Et puis aussi, à un moment donné, même si on n'a pas pu le faire au moment des Gilets jaunes, on a pu le faire là, plus récemment au mouvement des retraites, c'est réussir à obtenir des preuves qui permettent d'établir que les personnes qui sont poursuivies l'ont été sur la base d'éléments qui ne sont pas bons. On a eu notamment là, récemment à Bordeaux 2 personnes qui ont pu être relaxées, partiellement ou en totalité, pour des faits, notamment parce que, alors il y en a un qui avait été interpellé et on avait filmé l'interpellation, et ça a permis de constater que l'interpellation a été extrêmement violente, et qu'effectivement il n'avait pas forcément fait tout ce qu'on lui avait reproché, notamment sur la question de la rébellion, et un autre à qui on avait reproché des faits de violence, et le fait de s'être maintenu volontairement dans une manifestation après les sommations, et c'était en cas de pas manifestation, attroupement, pardon. Et donc, on avait réussi à montrer, grâce à nos vidéos et à la vidéo de la personne elle-même, qu'en fait les sommations n'étaient pas du tout entendues et qu'effectivement on ne pouvait pas lui reprocher d'être resté en manifestation dès lors que les sommations n'étaient pas entendues. Ça c'est quand on peut le faire, on le fait, mais c'est évidemment très difficile parce qu'on a quelques équipes d'observation, mais elles ne peuvent pas couvrir l'intégralité des champs de la manifestation et de la répression. Donc ce qu'on essaye d'aborder, c'est le mouvement de répression, la doctrine, les politiques qui sont déployées. Et on l'a vu à Sainte-Soline notamment, les efforts qui ont été déployés pour empêcher l'accès à la médecine étaient monstrueusement disproportionnés, puisque vraiment l'idée c'est qu'ils ont empêché l'accès à une bassine qui était un trou, qui n'était même pas bâché, sur lequel il pouvait y avoir des équipements, mais pas d'une valeur exceptionnelle, sur lequel il y avait eu des travaux, mais là encore, toute proportion gardée, et qu'ils ont déployé des centaines de gendarmes, ils ont envoyé plus de 5000 grenades en l'espace d'une ou 2 heures. Ce que nous avions calculé, c'est qu'il y en avait eu à peine toutes les 10 secondes, quelque chose comme ça. Tellement il y en avait. Alors, moi, j'étais pas sur le terrain parce que j'étais blessé à ce moment-là, mais j'étais avec d'autres avocats sur la base arrière. Et effectivement, les observateurs sur le terrain nous ont dit, il y a certains qui ont été traumatisés, qui ont été vraiment traumatisés, qui ont dû avoir. Alors même on n'a eu aucun blessé, on a eu de la chance concernant nos observateurs, mais pas blessés physiquement, mais il y en a qui ont été vraiment extrêmement marqués, qui ont été choqués psychologiquement par la violence déployée à ce moment-là. Et de contrer aussi les discours en temps direct, et là ça a été à Sainte-Soline, ça a été particulièrement palpable parce qu'on avait en direct des communications. Déjà à la veille, on commençait déjà à dire que ça allait être la guerre civile, c'est Gérald Darmanin qui commençait déjà à annoncer qu'on allait voir des images de guerre. C'est-à-dire qu'il était déjà en train de préparer les esprits, avoir des choses pour essayer de montrer, en fait, d'expliquer que ce sont les manifestants qui étaient extrêmement violents, alors que la violence qu'on voyait à travers les images, souvent c'est quoi? C'est beaucoup de gaz lacrymogènes, c'est des grenades, etc. C'est ce qui est le plus impressionnant en général dans les manifestations, et c'est le fait de la police. Mais plus ils utilisent des gaz lacrymogènes, plus ils expliquent que la manifestation était violente, par exemple. Je caricature, mais en termes d'effet d'image, quand vous voyez, je passais à la télé, en même temps, j'avais des images, on voyait ça, effectivement, en même temps, en direct, ça a un effet assez dévastateur. Et donc, du coup, il s'agissait de contrer ce discours, et en direct aussi, parce qu'à ce moment-là, on s'était rendu compte à Sainte-Soline, par exemple, nos observateurs nous disent, et on était avertis nous par les médecins, qu'il y avait des personnes qui étaient blessées, qui ne pouvaient pas avoir accès au service de secours. Et donc, immédiatement, nous avons fait un communiqué de presse
avec les services de la LDH en direct pour demander l'accès des services de secours. Alors la personne Serge avait été prise en charge au moment où on a publié notre communiqué de presse, mais il restait 2 personnes qui étaient encore en urgence absolue et pour lesquelles les services de secours n'intervenaient pas. Donc on a essayé aussi de pousser à ce que les services de secours puissent intervenir à ce moment-là. Mais en fait, on se retrouve face à un rouleau compresseur médiatique de l'État qui est derrière, je pense qu'Emmanuel en parlera après, et qui a été assez impressionnant. Et nous, notre petit rôle d'observateur, c'était ça, c'est d'essayer de contribuer à essayer de casser un peu le narratif, parce qu'il a été parlé de... Enfin, il y a un vrai narratif autour des violences policières, de la question de l'ordre public, qui est un concept qui est assez flou en réalité. Qu'est-ce que c'est l'ordre public, en tout cas, qui est un instrument idéologique au service de l'État, qui fait un peu ce qu'il veut après derrière avec ça, et qui sert vraiment à matraquer et à justifier la répression. Et donc on essaye de montrer autant que possible ce qu'il en est en réalité, et la disproportion des moyens qui sont utilisés. À Sainte-Soline, je crois que le coût évalué, il est autour de plusieurs millions, le coût de la défense de l'ordre pour défendre un trou. Même pas pour défendre des gens, ce serait une chose, mais même pas pour ça. Juste, je dirais un mot sur la question de la police, parce que tout à l'heure, est-ce qu'il y a besoin d'une police ou pas? La police en manifestation, elle est censée avoir un rôle qui peut permettre aux manifestants de manifester. Et je sais, moi, pour discuter parfois avec des observateurs ou des associations de défense des droits de l'homme d'autres pays, je sais que je discutais avec un observateur kazakh, il me disait, mais nous, ça nous est arrivé de vouloir, de reprocher à la police de ne pas avoir été présent parce qu'on a voulu manifester justement ce genre de manifestation sur des terrains, et en fait, comme la police n'était pas là pour les protéger, eh bien, il y a eu en face des paysans ou des industriels qui sont venus avec des tracteurs pour aller se battre littéralement contre eux. Et donc, il y a des fois, la question elle peut se poser comme ça. La police, elle est censée protéger la liberté de manifester et pas l'empêcher. C'est ce qu'on constate depuis ces dernières années. Merci beaucoup. Donc évidemment, voir le rôle des associations à la fois dans la mise en visibilité des pratiques policières, mais aussi le travail de reproblématisation des violences qui peuvent y être associées. On continue notre tour de parole, cette fois-ci avec Myriam.